Bon, à la base, je voulais pas réacter cette vidéo, donc. Mais on a regardé le début et ça m'a saoulé. Donc on va s'énerver tous ensemble sur la dernière vidéo de Urbania. Je repasse pas l'intro parce que c'était que des bruits de vomissements et de rototo et j'ai trop la flemme. Donc c'est parti. Souvent présidentielle, européenne, municipale, Ah, il vient de dire qu'on vote beaucoup trop. législative, législative. Et je pense bien entendu aux élections législatives. Et à chaque fois qu'on vote en général, c'est un moment extrêmement nul. Il faut s'inscrire sur les listes électorales, et donc il faut utiliser France Connect, et donc il faut retrouver son numéro de C'est bien parce que j'ai un petit peu l'impression de regarder un podcast de Cyprien, mais qui essaye d'être de gauche. sécurité sociale. Et ensuite il faut envoyer un justificatif de domicile, et donc il faut savoir ce qu'est un justificatif de domicile. Et ensuite, il faut se connecter à EDF. Et donc, il faut retrouver ces putains de codes EDF. Et ensuite, il faut se déplacer dans une école primaire qui te rappelle l'époque où Mathias te frappait sous le préau pour voler tes cartes Pokémon. Tout ça pour voter pour un type que t'aimes pas. Parce que le type que t'aimes bien, en fait, eh ben, tu sais qu'il sera jamais élu. Et du coup, ton vote, il aura servi à rien. Et du coup, tu votes pour le mec que t'aimes pas, mais que tu détestes pas non plus. Et le mec que t'aimes pas, mais que tu détestes pas non plus, il fait partie d'une coalition de partis qui arrive même pas à obtenir la majorité absolue à l'Assemblée. Et du coup, le président il nomme un premier ministre qui a aucun sens. Et du coup, le gouvernement il tombe tous les 2 jours. Et du coup, Macron, C'est insupportable. explosion. Et c'est bien dommage parce que tout ceci rend le vote très désagréable. Alors que le vote, c'est très important dans une démocratie. Premier mensonge. Genre, je déteste vraiment quand on résume la démocratie au vote. J'espère que c'est pas ce qu'il est en train de faire. On dirait une YouTube Poop, mais non, les YouTube Poop c'est marrant. Voici Erad On dirait un épisode de Bref plutôt, et pas un bon. Igersheim. Elle a un prénom inventé par un mec qui a éternué sur un plateau de Scrabble, mais à part ça, elle est hyper sympa. Erad Igersheim est une chercheuse au CNRS qui s'intéresse aux méthodes de vote. Je suis une chercheuse CNRS qui s'intéresse aux méthodes de vote. Si c'est encore une vidéo pour nous expliquer le truc du défi de je sais pas quoi et du duel de machin, là je vais fêter mon crâne. Genre. Elle a obtenu le prix scientifique des espoirs de l'université de Strasbourg en 2017, ce qui est un peu l'équivalent d'obtenir le César du meilleur espoir au cinéma, mais en version chercheur à Strasbourg, c'est-à-dire avec beaucoup moins d'argent et vachement plus de saucisses. C'est hyper drôle. À part ça, Erad est passionnée de mots croisés. Non. Ce qui frappe quand on s'intéresse au vote, c'est de Mais comment c'est lame? voir à quel point c'est une invention hyper pratique. En effet, le vote nous permet de choisir les gens qui vont s'occuper des choses chiantes à notre place, pendant que Genre, le personnage qui se donne, je suis désolé, mais je le trouve insupportable. nous, on joue à la PlayStation, ou on Genre, ça fait vraiment genre pseudo cool kid nul. travaille des fois. 1, 2, 3. Bon bah, Louise, à l'unanimité, c'est toi qui fais la troubadour de la newsletter aujourd'hui. Oyez, oyez, abonnez-vous à la newsletter d'Urbania. La newsletter d'Urbania. Le vote est une Vais-je mourir de cringe avant de voir le moindre début d'argument? invention intimement liée à l'invention de la Et c'est pas du bon cringe. C'est pas du bon cringe comme dans The Office. Genre, on va accélérer la vidéo, tout le monde. démocratie, qui est une manière d'organiser une société, une forme de gouvernance des gens qui Ok, j'ai mis un peu vite. On va ralentir un peu la vidéo. consiste à ce que ce soit les gens eux-mêmes qui se gouvernent. Le terme démocratie vient du grec ancien, démos signifie peuple et kratos signifie caca. Le gros caca qui pue, le caca dans le slibard. Gros Et là, Medoli est morte de rire. Parce que son humour est très bancal. caca dans mon slibard. Le caca. Le gros caca qui signifie pouvoir. Et en même temps, c'était un peu la meilleure vanne depuis le début. C'est parce que le terme démocratie Ce qui en dit long quand même. vient du grec qu'on dit souvent que la démocratie est née dans la Grèce antique, au 6e siècle avant Jésus-Christ. À cette époque, à Athènes, on exerce une forme de démocratie dite directe, c'est-à-dire qu'on tire au sort des citoyens athéniens, alors c'est-à-dire uniquement des hommes, non esclaves et non immigrés, soit 10% de la population, mais c'est un autre sujet, qui doivent alors prendre part directement à l'organisation politique de la cité. Alors, il y a des spécialistes de la démocratie qui disent qu'il a existé d'autres sociétés démocratiques avant celle d'Athènes, notamment chez les Iroquois, mais vu que les Iroquois, c'est pas des Européens, eh bien on s'en bat les couilles. Chez nous, en France, on a vu ces petites expériences Oui, puis même dans plein de... Enfin, genre à plein d'endroits dans le monde, il n'y avait pas de système de hiérarchique. L'organisation sociale était très différente à beaucoup d'endroits. démocratiques et on s'est dit, ça a l'air pas mal ça. Du coup, on a demandé au roi, et on peut faire ça nous aussi? Il a répondu, bah non. Du coup, on a fait la révolution et le roi nous a demandé, est-ce que je peux garder ma tête? On lui a répondu, bah non. Du coup, après la révolution, on s'est mis Hyper drôle. à réfléchir à comment on pourrait Vraiment, l'Empire n'a jamais pris fin, n'a qu'à bien se tenir. organiser la démocratie, le pouvoir du peuple par le Yo, quoi.
peuple, sauf que, contrairement aux Athéniens qui faisaient rien de leur journée, à part frauder les impôts et boire de l'huile d'olive, c'est raciste. Je suis d'accord. Nous, on devait faire de l'argent. Du coup, on n'avait pas le temps de s'occuper de la démocratie. C'est donc à ce moment-là qu'on a eu l'idée de déléguer notre pouvoir de peuple à des représentants pour qu'ils s'occupent de la démocratie à notre place. Idée de génie. Et c'est depuis cette période, à peu près, qu'on vit dans une démocratie représentative. Et dans une démocratie représentative, le vote est un outil extrêmement important, Moi, je n'aime pas trop la démocratie représentative. puisque c'est le seul outil qui nous rappelle qu'on est dans une démocratie. Du coup, le truc dans une démocratie où le vote est un outil extrêmement important, c'est que la manière dont le vote est organisé est encore plus importante. Et cette manière d'organiser le vote, c'est ce qu'on appelle un mode de scrutin. Alors un mode de scrutin, c'est une règle de décision collective qui permet en fait de passer d'un ensemble de préférences individuelles vers une préférence collective qui va donc en fait être le candidat finalement élu ou les candidats finalement élus. Un mode de scrutin, c'est donc une façon de voter et de dépouiller les votes. C'est le processus par lequel ce que chacun d'entre nous pense va être traduit électoralement en ce que la société pense. C'est un peu l'algorithme du compte TikTok de la France pour les jeunes qui nous regardent. C'est à cause du mode de scrutin. Si vous avez beaucoup de vidéos de Thibaut InShape dans votre feed de la France, la métaphore est pas dingue, je suis d'accord. En France, J'ai rien compris, je vais pas remettre en arrière. la méthode la plus connue en fait, qui est utilisée pour l'élection présidentielle et pour les élections législatives, c'est le scrutin uninominal à 2 tours. Comme son nom l'indique, le scrutin uninominal à 2 tours est un scrutin uninominal où on vote donc pour une seule personne. On compte ensuite le nombre de voix qu'a obtenu chaque candidat. Si personne ne Genre, moi, je trouve que c'est vraiment un gaslight hyper dépolitisant de dire que le problème viendrait du mode de scrutin, mais bref. tient la majorité Surtout que les 3/4 des solutions qui sont proposées alternativement, c'est juste des trucs qui font en sorte que t'as une espèce de mec moyen, un peu nul, qui se retrouve à être au pouvoir quasiment à chaque fois. absolue des voix au premier tour, Sauf que le problème, c'est que les différents courants idéologiques sont juste parfaitement incompatibles entre eux parce qu'ils ont leur propre cohérence interne et on peut pas juste piocher à droite, à gauche et puis faire un truc qui fonctionne. qui est très souvent le cas. On organise un second tour, on sélectionne les 2 candidats qui ont obtenu le plus de voix et on demande aux gens de revoter pour l'un ou pour l'autre. Celui qui obtient le plus de voix est élu. Alors dit comme ça, on dirait que c'est une super méthode, mais en fait, c'est de l'immense D, comme nous le raconte Eradi Gersheim. Alors les propriétés les plus marquantes de ce mode de scrutin, c'est qu'il va inciter de manière assez nette à voter de manière stratégique. On va voter pour un des candidats qu'on aime relativement bien, qui a des chances en fait d'être sélectionné à l'issue du premier tour, voire de remporter l'élection. C'est-à-dire une espèce de manipulation finalement, enfin manipuler nous-mêmes nos vraies préférences électorales en fonction de ce qu'on sait concernant les sondages, concernant Oui, c'est vrai que la politique, ça n'a jamais été de la stratégie, bien sûr. ce que on pense d'autres personnes vont voter, etc. Genre, et en fait, c'est ça qui m'emmerde, c'est que du coup, quand tu parles du mode de scrutin et que tu te concentres là-dessus, tu finis par mettre en avant quoi? Le libre arbitre. Et oui, en disant, oh mais en fait le problème c'est qu'aujourd'hui, le vote ne permet pas suffisamment de libre arbitre. Oh bah, alors que le libre arbitre n'existe pas. Et concernant aussi surtout les candidats ou le candidat que l'on veut spécialement contrer. La façon dont est organisée l'élection présidentielle ou les élections législatives en France encourage donc le vote utile, alors que les théoriciens du vote appellent plutôt le vote stratégique. Parce qu'effectivement, il n'est pas très utile ce vote, à part aux politiciens qui en bénéficient. Du coup. Et le fait de favoriser le vote stratégique, c'est un très gros défaut pour un mode de scrutin, parce que ça traduit pas bien du tout les vraies préférences individuelles, étant donné qu'on se force à la base à voter pour quelqu'un qui aurait le plus de chances d'accéder au second tour, et non pas pour quelqu'un dont on apprécie vraiment les idées. C'est un problème. Une autre particularité en fait de ce scrutin uninominal à 2 tours, c'est qu'il ne favorise pas en fait ce qu'on appelle l'élection du La première fois que j'ai entendu ce discours, c'était genre pour refaire 2002, et au final, ça avait mis Bayrou président. J'ai vu la même vidéo que toi. Je sais plus qui c'est qui l'avait faite, mais c'était un enfer. vainqueur de Condorcet. Marie-Jean Allez, la méthode de Condorcet. Antoine Nicolas de Carita, marquis de Condorcet, mais qu'on va appeler Condorcet, c'était un mec vachement intelligent, philosophe et mathématicien qui a vécu au XVIIIe siècle. Il a inventé une méthode d'élection qui consiste simplement à organiser des duels électoraux entre chaque candidat. Et selon lui, le vainqueur légitime de l'élection, c'est le candidat qui bat tous les autres en duel. La méthode de Condorcet, c'est une méthode qui est toujours extrêmement appréciée par les théoriciens du vote aujourd'hui, principalement Qui raconte que de la merde, en règle générale, les théoriciens du vote. parce qu'elle permet de juger de l'aspect Du genre, en 2002, on aurait dû être dirigé par Bayrou. consensuel d'un mode de scrutin. Vu que le vainqueur de Condorcet, c'est celui qui bat tous les autres en duel, et ben c'est celui qui, logiquement, convient au plus grand nombre d'électeurs. C'est celui qui, quand on les prend 2 par 2, met tout le monde d'accord, en gros. Et donc, quand on a un mode de scrutin qui favorise l'élection du vainqueur de Condorcet, eh bien les spécialistes Et c'est complètement gaze. Genre, enfin, pourquoi est-ce que ce critère-là, c'est le critère le plus important? Genre, ça a exactement le même problème dans la façon dont ça a des biais qui sont genre fondamentales à justement les problèmes de la démocratie représentative en fait. Ça change pas le problème fondamental en fait du truc. trouvent ça super, parce qu'ils pensent que c'est un bon critère à respecter dans une société qui se veut démocratique. Ce qui est certain, en tout cas, c'est le scrutin que l'on utilise actuellement pour élire le président de la République notamment. C'est un scrutin dont on sait qu'il ne respecte pas ce critère du vainqueur de Condorcet. Il a même tendance en fait à ne pas nommer vainqueur ce vainqueur de Condorcet, c'est-à-dire qu'on va systématiquement vers quelque chose qui n'est pas très consensuel. Ce qu'il faut bien comprendre avec les modes de scrutin, c'est que c'est quelque chose qui a énormément d'influence sur le résultat d'une élection. C'est-à-dire qu'avec les mêmes candidats et les mêmes votes, on peut avoir
avoir deux résultats complètement différents en fonction du mode de scrutin. Par exemple, si on imagine une élection où il y a 3 candidats, au hasard, Jean-Luc, Emmanuel et Marine, disons, et si on imagine qu'il y a 100 électeurs, dont les préférences de vote se répartissent ainsi. 45 d'entre eux préfèrent Jean-Luc en premier, Marine en deuxième et Emmanuel en troisième. 35 d'entre eux préfèrent Emmanuel en premier, Marine en deuxième et Jean-Luc en troisième. Et 20 d'entre eux préfèrent Marine en premier, Jean-Luc en deuxième et Emmanuel en troisième. Et bien si Le plus logique, ce serait quand même que quelqu'un préfère Jean-Luc, ensuite Emmanuel et ensuite Marine, mais bref. on utilise le scrutin majoritaire uninominal, où on ne peut voter que pour une seule personne, donc, et ben on obtient le résultat suivant. Marine obtient le moins de votes, et donc éliminée au premier tour. La grosse miskine sur elle. Au deuxième tour, en tenant compte du report des votes des électeurs de Marine qui préfèrent Jean-Luc et Emmanuel, et bien Jean-Luc est élu président de la République par 65 voix contre 35. C'est le rêve d'une vie qui se concrétise pour notre ami Jean-Luc. Et bien maintenant, si on reprend exactement les mêmes votes et les mêmes candidats, mais qu'on applique la méthode de Condorcet, et bien on obtient un résultat complètement différent. Regardons d'abord ce qui se passe quand on oppose Jean-Luc à Emmanuel. Alors déjà, on enlève Marine de l'équation, ce qu'on aimerait bien faire dans la vraie vie, mais bon, c'est un autre sujet. Et ensuite, on regarde qui préfère Jean-Luc à Emmanuel et inversement, et on compte les voix pour savoir c'est qui gagne. En l'occurrence, il y a un seul groupe d'électeurs qui représente 35 personnes qui préfèrent Emmanuel à Jean-Luc, et il y a deux groupes d'électeurs qui totalisent 45 plus 20, donc 65 personnes qui préfèrent Jean-Luc à Emmanuel. Il y a donc une majorité d'électeurs qui préfèrent Jean-Luc à Emmanuel, et donc c'est Jean-Luc qui gagne ce duel. Est-ce que ça suit au fond? Eh bien je m'en bats totalement les couilles. Maintenant, dans le duel Emmanuel contre Marine, on enlève Jean-Luc de l'équation, et on compte qui préfère qui. Comme dans le précédent duel, il y a 45 plus 20, donc 65 personnes en tout qui classent Marine avant Manu, et seulement 35 personnes qui préfèrent Manu à Marine. C'est donc ici Marine qui remporte ce duel. Dans le duel final entre Jean-Luc et Marine, qui ont tous les deux battu Emmanuel, ce gros nulos, il en profite donc pour dégager de l'équation ainsi que la France. C'est le duel, Jean-Luc préfère Marine dans un seul électeur, qui 45 votes, et que Marine, elle préfère Luc dans les deux autres électeurs, qui 500 votes. Marine, donc la seule candidate à battre les deux autres élections. Elle serait légitime, on peut bien si les points. Une nominale majoritaire peut faire élire quelqu'un qui en fait n'est pas très légitime à être élu. Et le plus rigolo, c'est que c'est déjà arrivé. Ils sont déjà pas légitimes. Au deuxième tour de la présidentielle, on avait donc Nicolas Sarkozy qui affrontait la candidate PS Ségolène Royal, qui remportait finalement l'élection. Et pourtant, il existe un troisième candidat qui, selon les sondages de l'époque, aurait battu et Sarkozy et Royal en cas de duel avec chacun d'entre eux, sauf... Genre en fait, moi ça me saoule parce que si tu veux vraiment parler d'un problème démocratique en France, je vais me répéter et je l'ai déjà dit tout à l'heure, il y a peut-être éventuellement le fait que la démocratie s'arrête aux portes de l'entreprise. Le fait qu'on soit, genre, littéralement que les entreprises, que le monde privé, le monde de l'entreprise privée, a un pouvoir sur nos vies qui est souvent au-dessus du pouvoir de l'État. C'est-à-dire que c'est littéralement les entreprises qui décident, genre, c'est quoi notre niveau de vie, qui décident, genre, à quel moment on pourra avoir des enfants, qui décident de nos conditions matérielles d'existence. Et pourtant, les décisions en entreprise ne sont jamais, strictement jamais, prise de façon démocratique, où c'est extrêmement rare, où ce sont des systèmes un petit peu oligarchiques intermédiaires, alors que enfin, c'est quand même des petites monarchies. Genre, d'ailleurs, les grands patrons sont conscients de ça. J'avais vu une conférence un jour de je sais plus quel TEDx de con, où t'avais un des patrons qui sortait un iPhone et qui disait toutes les plus grandes inventions de l'humanité ont eu lieu en monarchie. Et il sort un iPhone et il dit cet iPhone a été créé dans une monarchie qui s'appelle Apple. Et je trouve qu'il a raison, hein, voilà, tout simplement. Et que peut-être que si on devait parler de véritables problèmes démocratiques, on devrait s'interroger sur, littéralement notre organisation sociale, parce que, une fois de plus, la politique, c'est pas juste des discours et des débats et des cons, genre, c'est quand même, je suis désolé, mais c'est surtout la vie des gens et l'organisation sociale et l'organisation structurelle de la société. C'est pas juste, genre, des questions autour du vote, d'autant plus que, encore une fois, genre... dire que, mettre sur un piédestal absolu le vote en démocratie, c'est une immense connerie. C'est un problème. Et littéralement, moi, je connais plein de gauchistes qui tentent de s'organiser en faisant du vote sur tout le temps. Et c'est bien de la merde. C'est bien le meilleur moyen pour n'avoir aucune agentivité, ne plus être capable de rien faire et être paralysé tout en provoquant des burn-out militants dans tous les sens. C'est du génie. Vraiment, c'est comment s'auto-saboter, généralement, ce genre de truc. Donc, peut-être réfléchir autrement la démocratie que simplement par le truc libéral qui l'a défini au moment de la révolution bourgeoise. Je sais pas. Qu'il a été éliminé au premier tour à cause de ce fameux vote utile. Et ce candidat, c'est, tenez-vous bien, François Bayrou. Alors, je sais ce que vous vous dites. Est-ce que... Attends, il va avoir la même conclusion que la vidéo de l'époque, qui était déjà complètement gaze. C'est si mal que ça, que François Bayrou n'ait pas été élu président de la République. Et je suis d'accord avec vous. Parce que imaginez, François Bayrou élu président, et 20 ans plus tard, on capte qu'en fait, il a caché une monstrueuse affaire de violence sexuelle sur mineurs. Vous imaginez un peu le délire? Ça veut dire que quoi? Il aurait pu se retrouver en prison? Est-ce que vous imaginez seulement un ancien président de la République en prison? Attendez, je fais l'effort d'imagination, attendez, c'est bon, je l'ai, j'imagine extrêmement fort. L'enjeu, c'est de dire est-ce qu'on va voter utile ou est-ce
On va voter sincèrement et donc de poser en fait à chaque fois les électeurs, de forcer les électeurs à réfléchir à ce dilemme. On devrait pouvoir avoir un mode de scrutin justement qui échappe à ce questionnement et de dire à certaines personnes en filigrane tu as mal voté parce que tu n'as pas voté utile et voilà le résultat de l'élection est mauvais à cause de toi, etc. Enfin vous voyez ce genre en fait de considération, je pense qu'on a tous eu sans doute dans des discussions amicales les années passées parce que ce mode de scrutin engendre typiquement en fait ce type de comportement. En résumé, ce qu'il faut retenir, c'est que le scrutin uninominal majoritaire, selon les théoriciens du vote, c'est vraiment de la grosse D, pour reprendre l'exact intitulé de leurs travaux. D'une part parce qu'il risque de faire élire quelqu'un qui ne contente pas vraiment la majorité, et d'autre part parce qu'il nous force à voter stratégiquement, et pas sincèrement. Ce qui fait tout de même deux gros défauts dans une démocratie qui repose entièrement sur ce système de vote. Maintenant J'ai pété. qu'on sait tout ça, on peut essayer de trouver un autre mode de scrutin qui soit... Genre, littéralement, la conséquence politique de ça, et il vient de le dire, c'est que tu finis par avoir un mec moyen, parce qu'il est centriste, systématiquement, qui remporte les élections. Et donc, du coup, en fait, tu tombes très exactement dans un biais de con, qui est le biais du juste milieu, et à la fin, du coup, tu as une politique gaze qui correspond à personne, et tu finis par avoir un pays qui, oh bah, comme de par hasard, finit par se fasciser quand même. Oh, quelle surprise. Quoi, vous voulez dire que le centre, c'est pas du tout un barrage à l'extrême droite, mais un passe... Oh bah non, et... moins bourré de défauts que nos scrutins actuels. Et ça tombe bien parce que c'est Et lors de scrutin alternatif, ça finit en dictature. Bah... précisément ce que fait Eradi Yersaï. Malheureusement, le scrutin parfait n'existe pas. Et ça, c'est quelque chose qui a été démontré en fait par un économiste qui s'appelle Kenneth Arrow. Arrow démontre que à partir du moment où on va essayer justement d'aller vers une méthode de décision collective satisfaisant un certain nombre de conditions qu'il considère comme étant raisonnables, alors il n'est pas possible en fait d'arriver à une méthode de vote qu'il considère comme satisfaisant. Donc ces différents critères. Alors en très résumé, Kenneth Arrow a théorisé qu'il était mathématiquement impossible de construire un mode de scrutin qui traduit parfaitement, de manière cohérente, logique et démocratique, les préférences des individus en une préférence collective. En gros, il n'existe pas de méthode de vote parfaite dans une démocratie. Voilà. Kenneth Arrow, il a Ah, salut Tortank. Heureusement que tu viens me changer les idées, parce que je suis en train de me faire profondément chier. posé ça là, il a pris son petit prix Nobel avec lui, et il a fait ciao ciao, bon courage pour la présidentielle, moi je serai aux Bahamas, probablement. À partir de ce moment-là, les théoriciens du vote, ils étaient Mais pourquoi est-ce qu'il parle tout le temps comme ça en vrai? Moi, c'est ça que je comprends pas. En fait, moi, genre, au bout d'un moment, même Dr. Nozman, il a arrêté de faire cette voix. un peu en dépression, on va pas se mentir. Parce que du coup, la meilleure chose qu'ils pouvaient faire, c'était de se contenter de... Trouver un mode de scrutin qui soit pas mal. Voilà. Et Eradi Yersaï, elle a fait 8 ans d'études, un doctorat, tout ça pour se rendre compte que le mieux qu'elle puisse faire, c'était trouver un truc pas mal. Faites de la recherche, c'est vraiment encourageant. Donc il y a des modes de scrutin, pléthore de modes de scrutin beaucoup plus riches que le scrutin à deux tours, qu'on appelle multinominaux, et donc ils vont proposer en fait aux électeurs de voter pour plusieurs personnes. Et donc là, il y a un consensus. C'est bien parce que les gens ils ont déjà du mal à décider sur une seule personne, du coup je pense que ça va vraiment faciliter et ça va pas du tout augmenter le taux d'abstention, le fait qu'il faille voter pour 15 personnes. Ça en fait dans la littérature scientifique pour dire que ces votes multinominaux sont beaucoup plus intéressants et pour le coup permettent d'éviter pas mal des écueils du scrutin à deux tours qu'on a évoqué. Alors il existe quasi une infinité de modes de scrutin plurinominaux, mais il y a quand même 2-3 qui sont vraiment utilisés par des vrais gens. Il y a par exemple le vote transférable. C'est une façon de voter qui est actuellement utilisée en Irlande ou en Australie, où en gros les voix des perdants sont redistribuées aux autres candidats encore en lice. Alors le vote transférable en fait, donc là, C'est bien connu que l'Australie est une démocratie parfaite. l'information qui est demandée aux électeurs, ça va être le classement des différents partis ou des différents candidats en lice. On va éliminer en fait celui qui a le plus petit nombre en fait de Puis le fait qu'il faille un doctorat pour comprendre le système de vote, oui ça fait un peu partie du problème aussi effectivement. premières positions dans les classements des électeurs. Par exemple, si on reprend nos 3 candidats et nos 100 électeurs, et que cette fois on leur fait faire un classement des candidats mais avec les mêmes votes qu'avant. C'est-à-dire qu'on a 45 d'entre eux qui classent Jean-Luc en 1, Marine Waouh, putain, 14 morts une co. What the... Putain, ça commence à faire un moment là. Merci. en 2, Emmanuel en 3, 35 qui classent Emmanuel en 1, Marine en 2 et Jean-Luc en 3, et 20 qui classent Marine en 1, Jean-Luc en 2 et Emmanuel en 3. Dans ce cas-là, personne n'a obtenu la majorité absolue, qui a 50 voix. Marine étant la candidate qui a le moins de votes de premier choix, on va donc l'éliminer et redistribuer aux autres candidats les seconds choix de ceux qui ont voté pour Marine. En l'occurrence, tous les électeurs qui ont mis Marine en premier ont mis Jean-Luc en deuxième. Jean-Luc prend donc les 20 votes de Marine, il dépasse donc la majorité absolue, il est donc élu, et 20 ans plus tard, Mediapart sort en fait un enregistrement dans lequel on apprend qu'il a demandé en fait au petit-fils d'Hitler, c'est la question du dépouillement effectivement qui reste aussi complexe en fait à saisir et donc du coup tout ceci fait qu'il y a une forme d'inégalité en fait des votants devant le mode de scrutin en fonction des personnes qui comprennent bien le dépouillement et les personnes qui ont plus de mal à le saisir. D'un autre côté, le fait est justement que cette difficulté à saisir en fait la façon dont ce mode de scrutin va être dépouillé fait que c'est beaucoup plus complexe finalement de se demander comment voter stratégiquement avec ce mode de scrutin. Et les Ils ont rien à foutre que ce soit accessible leur truc, rien à expériences qu'on fait sur le vote transférable justement montrent ça aussi, qu'avec ce mode de scrutin, finalement les gens ont tendance à voter de façon sincère. Bon, en résumé, le vote transférable, c'est hyper pratique pour empêcher les gens de voter stratégiquement, vu qu'on n'y comprend rien, mais le gros défaut, c'est qu'on n'y comprend rien. Et ça, c'est pas quelque chose de souhaitable non plus.
Oui. En fait. Heureusement, il existe un autre mode de scrutin plurinominal qui est plus simple et un peu plus transparent que le vote transférable et qui minimise aussi le côté stratégique, c'est le vote par approbation. On demande en fait à chaque votant d'approuver ou de ne pas approuver chacun des candidats. C'est marrant comment tu fais toute une vidéo là-dessus sans ne serait-ce qu'un tout petit peu commencer le début du fait de remettre en question l'existence même de politiciens professionnels. Mais bref. Ou des partis en présence. C'est-à-dire, grosso modo, à côté de chaque nom de candidat, le votant peut dire oui, je souhaiterais voir cette personne élue, ou non, je ne veux pas de cette personne en tant que mon représentant. Du coup, chacun des candidats va se voir en fait attribuer un certain nombre d'approbations. Le candidat ou la candidate, bien sûr, qui a le plus grand nombre d'approbations est celui qui va remporter, celui ou celle qui va remporter l'élection. Et l'une des choses marquantes qui ressort de ces tests menés à grande échelle, c'est que chaque électeur, en moyenne, approuve entre 2 et 3 candidats. C'est-à-dire que quand on nous laisse le choix, en fait, on vote pas pour une seule personne. Une des autres choses à retenir de ces tests, c'est que le vote par approbation favorise les candidats gentils et défavorise les candidats clivants. On a des classements en fait de candidats qui diffèrent de façon extrêmement nette. Et notamment le fait que des petits candidats, enfin considérés comme petits candidats avec le scrutin J'ai l'impression qu'il aborde enfin le fait que c'est peut-être de la merde. de tour, apparaissent finalement Ça fait juste un espèce de résultat moyen qui satisfait personne et qui sert à rien. bénéficier d'une adhésion extrêmement forte de la part des votants. Besancenot à l'époque passait de 2% à une explosion à 27%. Les candidats verts également qui explosent à des pourcentages d'adhésion de plus de 30%. Des préférences en fait qui sont Ah, puis quand tu vois que Grenoble est dirigé par un écolo, ça donne envie d'avoir ça sur le reste du pays. complètement noyées. En fait, c'est vraiment genre, à la fin, c'est les gens sur qui on n'a pas d'avis qui l'emportent. Et ils trouvent ça super satisfaisant. Genre, ils sont vraiment en mode, vas-y, faudrait faire ça. Genre, vraiment, on va pouvoir finir par voter sur les gens pour qui on n'a pas d'avis. En mode, c'est plus rationnel. Super. Qui sont complètement niés en fait par cette mécanique finalement du scrutin à 2 tours à nouveau. Et d'un autre côté, on voit que certains autres candidats sont défavorisés entre guillemets par ces modes de scrutin multinominaux et notamment par le vote par approbation. Là, dans nos résultats des années passées, c'est plutôt des candidats type extrême droite en fait, qui voyaient donc leur classement nettement diminuer. Le vote par approbation a tendance à favoriser justement ces candidats consensuels et à défavoriser les candidats les plus clivants. Et à l'inverse, ce que ça apprend sur le scrutin à 2 tours, c'est-à-dire le scrutin à 2 tours a tendance à favoriser les candidats clivants et à défavoriser les candidats consensuels. Et donc si vous avez l'impression que les débats politiques du moment sont de plus en plus outranciers et merdiques, c'est pas juste une impression en fait. C'est parce que le mode de scrutin qui sert à élire ces gens encourage à être outrancier et merdique. Oui, rien à voir avec le contexte social ou la crise du capitalisme qu'on est en train de traverser. C'est vraiment exclusivement dû à la façon dont on vote. Je veux dire, si aujourd'hui le pays est en train d'être clivant, ça n'a rien à voir avec l'effondrement du bloc central qui aurait justement été au pouvoir bien plus tôt avec votre système de vote à la con, qui aurait juste créé la même de crise démocratique qu'on est en train de traverser aujourd'hui. Je pète mon crâne. Vraiment, genre, c'est tellement de la merde. Tout ce qu'il raconte n'a tellement aucun sens. C'est genre vraiment genre expliquer que c'est à cause du mode de scrutin si aujourd'hui genre on est dans un moment clivant, mais je pète mon crâne. Genre à quel moment tu peux expliquer ça par ça et trouver ça logique et genre te dire ah vas-y c'est bon j'ai dead ça. Non mais sérieux. Alors il existe Genre c'est vraiment juste genre débile. une variante du vote par approbation et qui s'appelle le vote par note. Ça consiste à attribuer une note pour chaque candidat, le vainqueur étant celui Ah bah oui puis ça tout le monde a des bons souvenirs de ça les notes. qui a la meilleure note moyenne. Ça permet d'avoir une analyse un peu plus fine des préférences des électeurs, au-delà du simple j'aime, j'aime pas du vote par approbation. Le problème en fait de ces méthodes par notes, c'est justement l'interprétation que on va donner aux notes. À additionner des notes qui ont des sens différents par électeur, on arrive à un résultat qui ne fait pas sens et qui ne veut rien dire. En gros, le problème principal du vote par note, c'est que plus on a une échelle de notation qui est grande, plus le sens qu'on met dans ces notes va être différent d'un électeur à l'autre. Par exemple, un 13 sur 20 pour quelqu'un, ça va être une plutôt bonne note, quand ça va être vraiment nul pour ma mère, par exemple. Il y a aussi ce phénomène où finalement les petits candidats, comme on les connaît pas trop, on va leur mettre autour de 10. Ça va avoir tendance à favoriser en fait les petits candidats. Alors là, c'est pas forcément un résultat souhaitable, enfin c'est un résultat un petit peu bizarre. Voilà, on finit par donner le pouvoir aux gens pour qui on n'a pas d'avis. Et donc on s'aperçoit que cette méthode de vote n'est pas forcément bonne à nouveau parce que les interprétations vont différer en fonction des personnes, etc. Un peu dans la même vibe que le vote par note, il existe la méthode du jugement majoritaire. Genre, en fait, c'est vrai, critiquer le mode de scrutin, c'est vraiment un truc de gens qui sont déjà totalement matrixés par la politique et qui pensent que tout le monde devrait l'être comme eux, tu vois, et qui comprennent absolument pas, les aspirations des gens. Enfin, c'est trop chiant, c'est trop grave. Qui a fait un peu parler d'elle lors de la dernière présidentielle en 2022, parce qu'elle a été utilisée lors de la primaire socialiste. C'est une méthode qui consiste non pas à mettre des notes à chaque candidat, mais à mettre des mentions, littéralement comme à l'école. Une appréciation que les votants doivent Oui, alors que les notes, ça n'a rien à voir avec l'école. donner à chacun des candidats en présence, qui vont du type à rejeter jusqu'à excellent. Au niveau du dépouillement, en fait, ce qu'on va regarder, c'est pas le plus grand nombre de très bons, etc., qui va être donné aux uns ou aux autres, mais c'est le candidat. Et puis c'est vrai que vous avez raison dans le chat, genre, ah oui, en plus c'est bien parce que les notes, il n'y a pas du tout de vote stratégique du coup, où tu mets 0 sur 20 à tous ceux que t'aimes pas et 10 sur 10 à celui que t'aimes bien, genre.
En fait, il y a la meilleure médiane. Reprenons notre exemple à 3 candidats et 100 électeurs avec cette fois-ci 3 appréciations. Excellent, neutre et à rejeter. On a 40 électeurs qui classent Jean-Luc en excellent, Emmanuel à rejeter et Marine en neutre. 30 électeurs qui classent Emmanuel en excellent, Marine en neutre et Jean-Luc à rejeter. Et 30 autres électeurs qui classent Marine en excellent, Jean-Luc en neutre et Emmanuel. Alors, pour trouver la mention médiane de chaque candidat, au moins quelque chose par exemple, on a 40 électeurs qui trouvent excellent, 30 neutre et 30 qui loge, choisir un vote, 100, 100 votes, on regarde tout secret, et on voit Jean-Luc au moins neutre, par 100% de la mention médiane, et donc neutre, c'est candidat, ça Emmanuel à rejeter, deux candidats avec la même mention médiane, il y a les étudiants de l'étage, le neutre, c'est la plus grande mention supérieure, un neutre, Jean-Luc 40 excellent, 30 Marine, c'est une fois Jean-Luc, c'est un sujet. La question effectivement beaucoup plus contestable, c'est la question du dépouillement, la question de la médiane. C'est pas quelque chose qui est compréhensible de façon évidente par tous. Et donc là, on retrouve cette idée quelque peu d'inégalité finalement devant le mode de scrutin. Et si on a plus d'une dizaine de candidats, on a 5 ou 6 mentions, on va se retrouver avec beaucoup de candidats avec des ex-aequo. Et là, la méthode de départage des ex-aequo, alors il y a plusieurs méthodes, elles aboutissent parfois à des résultats différents, c'est-à-dire à des classements différents. Là, pour faire passer ça auprès du grand public, ça me paraît quelque chose d'extrêmement complexe et pas approprié en fait pour une élection de grande ampleur. Bon, il existe vraiment une infinité de modes de scrutin qui sont utilisés un peu partout dans le monde, mais là, à part si vous êtes complètement défoncé, en train de manger un kebab à 3h du matin et que vous êtes littéralement hypnotisé par ce que vous voyez sur votre écran, en théorie, là, il n'y a plus personne qui regarde cette Non, moi je suis vraiment en hate watch là depuis tout à l'heure. Je sais pas. C'est une forme d'hypnose après. vidéo, tellement c'est long. Je vais donc plutôt vous parler de mon herpès anal. Regardez une photo de mon fiac pour les gens qui sont encore là par mégarde. Ce qu'il Ah mais je me roule par terre. faut retenir de tout ce qu'on a dit, c'est que dans une démocratie parfaite, le mode de scrutin parfait n'existe pas. J'ai l'impression de regarder Ozo causer en plus confus. Oui. Donc on vote pour un ou plusieurs candidats, donc on vote en classant des candidats, en donnant des mentions, des notes ou une simple approbation, il y aura toujours un ou plusieurs défauts. Et dans cet océan de méthodes, les spécialistes du vote comme Erad s'accordent à dire que les scrutins uninominaux, Oui, c'est vrai, ça l'humour en plus, c'est un peu la meilleure partie. Oh. où on vote pour une seule personne, ça a vraiment beaucoup de défauts. Et il est préférable de laisser le choix aux électeurs de voter pour C'est le viens on discute de la politique. C'est un peu le punchliner de la politique. plusieurs candidats à la fois. Ce qui nous amène à la chose la plus importante à retenir. Wesh les amis, non mais il pourrait le faire. Un mode de scrutin, c'est pas neutre. C'est pas juste un simple outil de la démocratie qui sert à convertir les opinions de chacun en opinions collectives. C'est ce qui donne à notre démocratie et à notre paysage politique la tronche qu'ils ont là actuellement. C'est véritable. Oui, et il y a vraiment que ça qui donne la tronche à notre genre paysage politique. Ça n'a absolument rien à voir avec les mouvements politiques plus larges, les conditions matérielles d'existence des gens, rien à voir avec tout ça. Genre, en fait, c'est ouf de parler autant de démocratie sans capter qu'en fait, dans la 5ème République, on est dans un régime présidentialiste complètement dégénéré, qui ressemble basiquement à un genre de Loki dictature. C'est un peu ouf en vrai, genre, de juste se concentrer sur le fait que tu veuilles changer le mode de scrutin. Mon ref, genre, tu changes le mode de scrutin, il y a toujours le 49-3. Qu'est-ce que tu fais du coup? Chose qui va Il y a peut-être d'autres problèmes dans la démocratie, je sais pas. façonner, forger le paysage démocratique bien au-delà, d'un côté des candidats, de leur stratégie, de leur positionnement, etc. De l'autre côté, vis-à-vis des individus et des préférences électorales. Et si on choisit un mode de scrutin, ce qu'on a actuellement qui divise, forcément, on va avoir justement des partis plus divisés, plus tranchés, précisément pour attirer à eux un maximum d'électeurs, ce qui est tout à fait cohérent en fait, avec cette logique du mode de scrutin. Si on a un mode de scrutin qui va vers plus de consensus, forcément, on aura des partis qui auront tendance justement à se rapprocher, à avoir des positions moins tranchées, et donc à proposer des politiques publiques qui diviseront moins les Français, avoir des positions, des valeurs qui diviseront moins les votants. Retrouver un peu de J'ai pas écouté parce que je m'en branle, je pense. consensus, moins de division, redonner le goût aux gens d'aller voter, tout ça, ça semble aller dans le bon sens. Parce que notre démocratie, à l'heure actuelle, elle fait un peu peur à voir. Rien que pour rester Et le problème, ce serait le mode de scrutin. sur le vote, l'abstention progresse de manière Rien à voir avec la montée de l'extrême droite ou quoi, c'est cool. inexorable depuis environ 20 ans. En 2007, par exemple, il y avait 9% des électeurs qui n'étaient pas allés voter. En 2022, c'était 16%. Et le plus inquiétant, c'est que parmi les gens qui vont pouvoir Et dans les sondages au Doxa, c'est 54%, quelque chose comme ça. voter, on trouve beaucoup et de plus en plus de jeunes. Il y a seulement un tiers des moins de 30 ans qui sont allés voter au second tour des législatives en 2022. Chez les plus de 65 ans, c'est 60% des gens. Et le sociologue Vincent Tibéri qui a analysé ça et qui dit que comparativement à leur poids réel dans la société, les jeunes représentent dans les urnes moins de la moitié de ce qu'ils représentent en vrai. Les boomers, quant à eux, ils pèsent dans les urnes plus de 2 fois de leur poids réel dans la société. C'est pas ouf en termes de représentativité dans une démocratie représentative. Mais il y a pire que l'abstention des jeunes. Dans un récent sondage du Cevipof, on s'aperçoit que les gens sont tellement saoulés par le vote et par le paysage politique qu'ils envisagent Ils sont pas saoulés par le vote. Mais c'est vraiment débile. Genre vraiment d'être en mode les gens ne vont plus voter. C'est qu'il faut changer la méthode de vote. Genre vraiment c'est le niveau 0 de la réflexion. Il y a peut-être d'autres dynamiques dans cette de démocratie qui provoquent ça en fait. Genre c'est vraiment genre c'est essayer d'aller chercher la solution genre le plus près possible sans même chercher à creuser le reste genre.
carrément un dictateur. 41% des Français approuvent l'idée d'un homme fort qui n'a pas besoin des élections ou du Parlement pour diriger. Presque la moitié des gens. Alors ça fait un peu peur, mais finalement c'est presque logique. Dans une société Ça, c'est peut-être plus lié au fait que notre démocratie, elle a été designée littéralement par un général de guerre qui a essayé d'en faire un régime genre Loki dictatorial qui ressemble littéralement d'un point de vue institutionnel à la de Hongrie de Viktor Orban, je sais pas. où voter, ça revient à faire de sombres calculs. Si ça, mon ordinateur ne marche pas, je vais changer de fond d'écran. Et où quand on est finalement allé voter, le président il décide qu'en fait ça compte pas. Le vote obligatoire ou la reconnaissance du vote blanc, c'est des choses dont on a beaucoup parlé en fait pendant pas mal de temps. Il y a eu d'ailleurs un décret qui est passé justement pour différencier les votes nuls des votes blancs, puisqu'avant ils étaient tous les deux assimilés. Maintenant, quand on présente les résultats des élections, on différencie les votes nuls des votes blancs, sachant que ça reste des suffrages non exprimés. Donc du coup, ça n'a pas d'incidence en fait sur les résultats. Bon, pour moi, ça n'a jamais été véritablement la bonne solution, ou de lutter contre l'abstention par un vote obligatoire, effectivement, comme c'est fait en Belgique. Puis, Oui, et ben changer le mode de scrutin, figure-toi que c'est exactement la même chose, ça sert exactement pareil à rien, ça va pas faire aller voter plus de gens. puisque, à nouveau pour moi, le problème essentiel, c'est vraiment celui du mode de scrutin, avec un mode qui permettra à nouveau aux électeurs de s'exprimer davantage. C'est bien aussi le fait que les gens veulent plus de contrôle sur leur vie, donc pour l'instant mettre un passage tout puissant. Oui, mais ça, c'est un effet logique de la crise. C'est juste un effet logique de la crise. Genre le fait que du coup les gens ils ont le sentiment que ça a besoin de changer genre rapidement et que du coup l'autoritarisme c'est une solution qui peut être logique et cohérente dans cette situation là, mais peut-être que ça a aussi un lien, je sais pas moi, avec le racisme et la de montée du fascisme qui arrive systématiquement dans n'importe quelle démocratie dans lequel le centre s'effondre. Les gens auront Genre les crises successives du capitalisme qui amènent tout le temps des hommes autoritaires au pouvoir, je sais pas. envie de Les conditions matérielles d'existence des gens qui se dégradent, se saisir de cette possibilité. Non, c'est vraiment le mode de vote, le problème. Associations qui existent en France et qui existent d'ailleurs ailleurs qu'en France et qui ont pour objectif de promouvoir des modes de scrutin alternatifs. Aux États-Unis, il y a le Center for Election Science qui existe et qui promeut depuis plusieurs années le vote par approbation. Donc ça fait plusieurs années que plusieurs villes aux États-Unis, grâce justement à l'action d'une Center for Election Science, a changé de mode de scrutin et aller vers un vote par approbation. Et d'ailleurs, comment est-ce qu'ils ont effectué ce passage-là? Et alors du coup, il y a plus de gens qui vont voter, le vote est plus ça, la politique maintenant là-bas, ça va super bien, tout le monde est heureux. On fait tout simplement un référendum en fait à l'échelle de la ville. Ah bah super, le référendum, l'outil préféré des dictateurs. Donc vous voyez que les changements en fait sont possibles avec une mobilisation importante. Ça reste Genre le référendum, c'est un des trucs les moins démocratiques possibles. possible. Et l'exemple américain C'est vraiment proposer un faux dilemme aux gens. me semble être assez encourageant en fait. Alors bien sûr, changer le mode de scrutin ne résoudrait pas d'un coup tous les Genre problèmes vraiment les bandeurs de démocratie directe comme ça me rend folle. qu'on a autour de notre démocratie. Il y a plein d'autres raisons qui peuvent expliquer le désamour des Français vis-à-vis de la démocratie. Par exemple, le fait que notre constitution donne beaucoup de pouvoir au président comparé au No shit. Parlement. Peut-être aussi le fait que le vote soit l'unique moyen d'exercice de la démocratie. Oh bah peut-être, dis donc, je sais pas. Peut-être que du coup ça aurait été bien de voir un vrai angle sur ta vidéo plutôt que de juste faire cette... Peut-être qu'en organisant plus d'assemblées citoyennes tirées au sort, comme la Convention citoyenne pour le climat, mais aujourd'hui, Et respecter aussi la Convention citoyenne sur le climat, parce que bon, juste les rassembler pour ensuite les envoyer chier, ça sert à rien. les décisions qui en sortiraient seraient vraiment appliquées. Par exemple, peut-être que tout ça serait des bonnes choses pour la démocratie. Mais quoi qu'il en soit, une démocratie, ça fonctionne pas sans son peuple. Et peut-être que résoudre la crise démocratique, ça passe par plus s'en occuper de la démocratie. Et ça implique d'avoir un peu plus de temps à lui consacrer. Et ça implique peut-être de changer de modèle économique, où on aurait plus de temps dans la vie pour faire autre chose que travailler, par exemple. Mais c'est un autre sujet qu'on a abordé avec Bernard Friot. Cette vidéo est extrêmement bien faite. Voilà. Un changement est possible. Clairement, le mode de scrutin, c'est pas le chemin de randonnée le plus sexy de la montagne, mais il a le mérite d'être tracé, quoi. Et ça, c'est déjà pas mal. C'est marrant que dans sa conclusion, il explique à quel point sa vidéo sert à rien. C'est fou quand même. Oh putain, dire que moi j'étais free-autiste à une époque, bordel de merde. Bon, bah c'était bien de la merde, hein. Franchement, genre, c'était... Je me souviens qu'on avait déjà regardé sa vidéo sur les IA qui était à peu près du même niveau de catastrophe que ça. C'était juste une vidéo moraliste un peu débile pour faire culpabiliser les gens. Enfin, c'est ce que je vous dis tout le temps, c'est la pire version de l'écologie, hein. Et donc là, après avoir d'avoir survécu, pardon, à la pire version de l'écologie, on a le droit à la pire version de la critique de la démocratie. Comme quoi, décidément, si on cherche à avoir tous les pires opinions de gauche possibles, il suffit d'aller voir sur, comment ça s'appelle cette... Merde, je trouve plus... Urbania, c'est ça? Ouais, Urbania. Oui, bon, bah voilà, Urbania, c'était pas bien, hein. Je suis désolé, hein. Enfin, bon, bah, je ne vais pas suivre ce média, hein. Et je
Je sais pas si je vous le recommande, hein, tout le monde. Parce que là, genre, on s'est juste un peu énervé quand même, il faut le dire. Non, j'ai pas vu un seul truc bien qui sort de cette chaîne, donc bon, je vais pas faire semblant, hein. Ouais, c'était Urbania FR, ouais. Ouais, ça vient de parler pendant là de 2 heures de mode de scrutin et d'expliquer que les problèmes viendraient de là, alors que, bah, objectivement, non. Bref, en fait, j'ai l'impression que c'est toujours ce qui se passe. Enfin, en fait, moi, j'ai le sentiment, et alors peut-être, parce qu'en plus, du coup, je suis un peu passé par là, du coup, genre, évidemment, je me rends compte, mais moi, j'ai vraiment l'impression que ces histoires de mode de scrutin, c'est vraiment, genre, de la pensée d'ingénieur mental. Vous voyez ce que je veux dire? C'est vraiment quelqu'un qui n'a pas compris c'était quoi le problème de la démocratie, parce qu'il est convaincu que son modèle mathématique de prise de décision est mieux que le modèle actuel, et donc du coup que si on résolvait ce truc-là, ça réparerait la machine, et que donc de fait, on pourrait vivre dans une démocratie pleine et totale, tout en étant toujours soumis à nos patrons. Non, vraiment, genre, ça ne mène à rien. Ça ne mène vraiment à rien, ces trucs-là. Genre, j'en avais déjà parlé au tout début de ma carrière, de ces histoires de démocratie directe en gaze. Et on est toujours sur ce point-là, hein. Enfin, genre, je trouve que de faire de la publicité pour ça, c'est complètement inconséquent. Genre peut-être que le problème, c'est que les gens pensent que la politique aussi, c'est un truc qui est extérieur à leur vie, que genre, c'est un truc qui surplombe, que, en fait, enfin, genre, il y a tellement d'autres angles à aborder pour parler du problème de la démocratie. Vraiment, mais ça me fatigue. Vivement que je lance mes propres formats sur ce genre de truc. Genre, vraiment, j'en peux plus, hein. Bon, en tout cas, j'avais raison, hein. J'avais le nez creux quand on a commencé la vidéo. Je savais que ça allait m'énerver, bah je suis bien énervé, hein. Ça veut dire on se divertit tout le monde? En attendant YouTube, n'hésite pas à lâcher ton meilleur commentaire, ton meilleur pouce bleu, ton meilleur abonnement, ton meilleur don sur Tipeee, tous ces trucs-là, je fais que le répéter à chaque fois. Là, ça va faire genre 5 putains de capsules que je fais en un seul stream. Donc, du coup, j'ai vraiment le sentiment d'être un automate au... Watch me fly, I be pulling in